Merci beaucoup. Bienvenue donc à cette table ronde intitulée Participation, représentation, abstention. Qui peut parler pour nous? Une table ronde en partenariat avec France Info. Manon Mella, qui est à ma gauche, journaliste à France Info, à mes côtés donc pour nous parler de ces jeunes que vous rencontrez tous les jours, ces 18-30 ans, dans le cadre d'une chronique intitulée Génération 2022. Nous allons d'ailleurs entendre deux de ces jeunes dans un instant. Également avec nous pour réfléchir à cette question de l'abstention et voir quelles solutions pour y remédier, un élu de terrain, Philippe Rio, maire de Grigny dans l'Essonne. Nous accueillons aussi Dominique Méda, professeur de sociologie. Vous soutenez également la primaire populaire qui a pour objectif de faire émerger une candidature commune à gauche. Je vous présente aussi Marin Fouquet, écrivain. Vous avez à votre actif 2 romans. Le dernier s'intitule GAV pour garde à vue, c'est aux éditions Actes Sud. Et puis nous sommes également avec Thierry Pêche, directeur général de Terra Nova. Vous avez également co-présidé le comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat. Alors, avant de vous donner à tous la parole, on va voir 2 de vos reportages, Manon Mella, en commençant par Lou. Elle a 17 ans. C'est ça, alors Lou, je l'ai rencontrée au bord de la Garonne à Toulouse, un petit peu au hasard, voilà, pour trouver des jeunes. Et donc Lou, elle a 17 ans, donc c'est une primo-votante, comme on les appelle. Elle va avoir 18 ans au mois de février. Et alors elle se sent pas représentée en politique. Vous allez voir qu'il y a des candidats et des candidates qui sont connus pour nous, mais qu'elle ne connaît pas. Et pourtant, voilà, elle ne s'est jamais vraiment intéressée à la politique, mais elle sent qu'il y a une certaine urgence en 2022, donc elle va voter, elle ne sait pas pour qui, mais elle va s'intéresser au programme. Voilà, et j'arrête d'en dire plus. Eh bien, on va voir tout de suite votre reportage. Je sais qu'il y a un propos qui m'avait extrêmement choqué de Macron, qui avait dit oui, on traverse la rue et on a du boulot. Et ben mes parents ils galèrent et pourtant c'est pas faute d'en chercher du travail. Là aujourd'hui, Toulouse, et on va rencontrer Lou, 17 ans, étudiante à Toulouse. En 2022, c'est la première fois qu'elle va voter et le monde, elle trouve qu'il est à la fois uni et fracturé. Le monde il s'unifie parce qu'on a plus d'accès à tout, la mondialisation, etc. C'est vrai que tout s'unifie. Mais en même temps, les gens deviennent Il n'y a jamais eu un taux de confiance aussi bas envers les uns et les autres, et c'est ça qui est bête. Les politiques sont extrêmement concernés par ça. Ils pourraient faire tellement de choses de façon plus simple. Il y a eu la COP26 encore qui s'est réunie il n'y a pas longtemps. Des manifestants qui ont crié au fait que les politiques ne s'impliquaient pas assez pour l'écologie, etc. Alors que quand on veut, on peut faire plus, et ils ont franchement les capacités pour le faire. Je trouve qu'on a moyen de faire quelque chose de vraiment unifié réellement sans... En étant tous, c'est un peu idyllique de dire ça, mais d'avoir une bonne cohésion, et je trouve que ça serait bien, oui. Je suis un peu un bisounours, hein, la tolérance, etc. C'est quelque chose que j'apprécie. Ça te tient à cœur. Ouais, parce que ça inclut le racisme, l'homophobie, ça inclut tout plein de sujets, mais si tout le monde était tolérant, ça changerait mais absolument tout, quoi. Est-ce que tu te sens représentée en politique? Je dois avouer qu'en France, pas trop. J'ai pas trop été éduquée par rapport à ça. La politique, c'est pas quelque chose qui m'a souvent intéressée. Mais là, je me dis, il faut peut-être que je m'y intéresse un peu plus. Il y a une femme qui se présente, je sais plus du tout son nom, c'est Anne Hidalgo, je crois, un truc comme ça. J'en avais jamais entendu parler, honnêtement, de cette femme. Et je sais pas du tout qu'est-ce qu'elle représente, etc. Et c'est pour ça qu'il faut que je me renseigne d'ailleurs. Mais je pense que le plus de personnes votent pour le moins pire. Et c'est ça, c'est un peu bête. Mais malheureusement, quand on trouve personne qui nous représente, c'est ce qui arrive. Tu vas avoir 18 ans au mois de février. Ouais, c'est ça, oui. T'es à quelques mois d'avoir le droit de vote. Oui, et je pense que je vais voter de toute façon. C'est important de voter parce qu'on laisse le droit aux autres de décider qui va nous présider. Et je pense que c'est important, ouais, de pouvoir voter. J'ai pas forcément envie de voter Macron, honnêtement, parce que je trouve qu'il a fait beaucoup de bêtises, etc. Mais en même temps, je trouve qu'il a pas eu un mandat facile. Beaucoup de gens disent qu'il a fait beaucoup de choses pour se mettre les étudiants dans la poche, etc. Moi, c'est pas mon cas, en tout cas. Je sais qu'il y a un propos qui m'avait extrêmement choqué de Macron, qui avait dit oui, on traverse la rue et on a du boulot. J'ai une famille qui galère énormément et mes parents sont tous les 2 au chômage. Mon père vient de perdre ses droits de chômage d'ailleurs. Et mes parents ils galèrent et pourtant c'est pas faute d'en chercher du travail. Voilà, et on va écouter un autre représentant de cette jeunesse, Tao. Il a 22 ans, lui est étudiant en droit. À l'inverse, il s'est engagé en politique, mais pour changer les règles démocratiques. On l'écoute. Qu'on soit de droite ou de gauche, à chaque fois, on se fait avoir. Et j'en ai marre qu'il y ait toujours des mensonges. Donc c'est là que je me suis intéressée à la politique. Je suis à Rennes
Rennes où se tient une manifestation interprofessionnelle à l'appel de l'intersyndicale. Manifestation entre autres contre la réforme de l'assurance chômage et contre la réforme des retraites. Et je suis avec Tao. Salut Tao. Salut Manon. Tao, tu as 22 ans, tu es étudiant en droit, tu es également membre de la Fédération syndicale étudiante et aussi membre des Jeunes Insoumis. Tu vas nous expliquer pourquoi tu es là aujourd'hui. Tout est à nous! Tout est à nous. C'est très important d'être là aussi contre l'assurance chômage et la réforme des retraites. L'assurance chômage, elle est entrée en vigueur là, le 1er octobre. Donc on sait que ça va toucher lourdement les personnes qui sont au chômage, qui vont perdre beaucoup de ressources. Donc il faut vraiment aujourd'hui faire une démonstration de force pour faire en sorte qu'ils reculent en fait, et qu'ils ne mettent pas en place la réforme des retraites. Parce que ça va toucher notamment la jeunesse et les étudiants comme moi quoi, aussi à l'avenir. C'est important selon toi de manifester quand on est étudiant ? C'est hyper important. Beaucoup d'étudiants se sont assez dépolitisés ou en tout cas ne s'engagent beaucoup moins. Et ça, c'est un vrai problème parce que c'est aussi la qui a permis de faire changer les choses et de faire basculer les mouvements sociaux. L'échec des mobilisations, ou en tout cas le fait qu'elles ont eu peu d'impact ces dernières années, je pense que ça a pu décevoir des étudiants et je pense en démoraliser beaucoup. Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre un syndicat, à rejoindre le mouvement des Jeunes Insoumis de Rennes? Ça a été quoi l'élément déclencheur? Moi, j'ai été politisé lors de la loi travail en 2016, sous le gouvernement de Hollande. C'était un gouvernement qu'on pensait qu'il serait de gauche et qui enfin remettrait un peu de social dans nos vies. Et il a fait le contraire. Et moi, j'étais en lycée à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé de me dire, mais en fait, qu'on soit de droite ou de gauche, à chaque fois, on se fait avoir. Et j'en ai marre que il y ait toujours des mensonges. Donc c'est là que je me suis intéressée à la politique. Et en fait, là-dessus, il y a eu l'élection présidentielle qui est arrivée, Mélenchon qui est arrivé, l'Avenir en commun qui est arrivé. Et je me suis dit, voilà un programme qui me parle, voilà un programme qui aussi propose de remettre les règles du jeu sur la table avec la 6ème République. Et je me suis dit, même si Mélenchon, à la limite, il tient pas toutes ses promesses, s'il tient la 6ème République et si enfin il remet du pouvoir dans les mains des gens avec par exemple le référendum d'initiative citoyenne qui permet de révoquer les élus par exemple, ou de faire en sorte que les gens écrivent eux-mêmes les lois, ça y est, on aura enfin le pouvoir sur nos vies et enfin on sera plus tributaire de tel élu pendant 5 ans qui fera un peu ce qu'il veut quoi. Si tu devais très rapidement résumer ce que c'est que d'avoir 22 ans en 2021, presque 2022. Avoir 22 ans en 2022, je pense que c'est difficile, je pense que c'est très exigeant parce qu'on a une génération qui a beaucoup de poids sur les épaules. C'est la génération qui va devoir inventer comment résister au réchauffement climatique, comment faire face à tous les défis qui se posent à nous. C'est aussi une génération qui va devoir aussi inventer des choses. Donc c'est à la fois difficile et en même temps, on peut voir ça comme un défi aussi à relever. Si on arrive à être solidaire face aux crises qui arrivent face à nous, on s'en sortira. Merci Tao. Merci. Voilà, beaucoup de sujets et matières à réflexion pour nos intervenants. Je vais d'abord vous faire réagir, Philippe Rio, maire de Grigny, maire communiste de Grigny. On vient de l'entendre dans ces témoignages, il y a un problème de confiance en direction des élus. Est-ce que vous le constatez dans votre commune? 2 éléments importants sur votre commune, c'est la ville la plus pauvre de France et 50% de la population il y a moins de 30 ans. Évidemment que les élus locaux qui sont à portée de baffe et à portée d'engueulade sont concernés par ce dont parlait Lou, la défiance ou le manque de confiance. On subit, alors paradoxal parce qu'on est les élus locaux les plus appréciés, objectivement, toutes les enquêtes d'opinion le montrent, et en même temps, on fait des erreurs, on ne répond pas à toutes les questions, et puis on subit cette défiance du monde politique d'en haut, si vous me permettez, puisque la crise de confiance vient aussi, on parle beaucoup d'élections présidentielles, des députés, etc. Et on est un peu à l'abri de ça, mais on subit, parce que nous sommes dans le même club des élus de la République. Et donc on subit des pratiques qui se sont déroulées, des faits, allez, on va se le dire, Cahuzac par exemple, a fortement marqué pas uniquement les ministres et les députés, mais aussi les élus locaux. Et puis on a aussi parfois nos impuissances dans les réponses que nous pouvons apporter. Et en même temps, je vais prendre à dessein cette expression, et en même temps ce rapport de proximité, de quotidienneté, de confiance, parce qu'on arrive avec des petits pas, parfois à changer des parcours, à apporter un coup de main, à apporter des réponses concrètes. Donc voilà, on est très bouleversé par le moment que nous vivons, et nous le sentons de manière effectivement très aiguë aux dernières élections municipales, avec la période Covid, mais aussi aux dernières élections départementales et régionales, c'est-à-dire avant le
grand rendez-vous présidentiel. Un rendez-vous qui, a priori, a un peu plus d'aura d'importance pour ceux qui peuvent s'abstenir dans d'autres élections. On parle d'abstentionnistes intermittents, d'ailleurs, parfois pour désigner ces électeurs qui votent à la présidentielle, mais pas, par exemple, au régional. Thierry Pech, est-ce qu'aujourd'hui, on constate une montée de l'abstention? Là, on voit effectivement Lou et Tao qui vont aller voter, a priori, même si ils ont quelques problèmes avec les politiques ou quelques interrogations. Chez les jeunes, quand même, il y a plutôt un sentiment abstentionniste. C'est plus dominant que chez d'autres catégories d'âge. Sur les catégories où on enregistre les taux d'abstention les plus élevés, mais la non-participation a d'autres visages que l'abstention. Par exemple, la non-inscription. Là, ils vont être inscrits, Lou et son camarade d'office. Mais beaucoup de ceux qui avaient 20 ans il y a 10 ans sont parfois pas inscrits, parfois mal inscrits, c'est-à-dire inscrits au mauvais endroit, etc. Et donc, souvenez-vous, en 2014, l'Assemblée nationale avait fait une enquête sur le sujet. Il y avait 9,5 millions de Français qui étaient non inscrits ou mal inscrits. Donc, il ne faut pas oublier ça. Il y a l'abstention, puis il y a aussi ces autres formes de non-participation qui expriment la distance la plus grande à la politique. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas inscrit. C'est-à-dire que si vous vouliez participer au dernier moment, vous ne pourriez pas. Donc, en effet, c'est chez les jeunes qu'on trouve les niveaux d'abstention les plus élevés. On l'a vu au régional, je crois que c'était 84% d'abstention chez les 18-24 ans. C'est beaucoup. En même temps, souvent, ces jeunes qui s'abstiennent participent d'une autre façon à la vie politique, à la vie sociale. Ils se mobilisent. On a vu sur les deux visages que vous nous avez proposés, il y en a un qui est clairement militant. Ils peuvent participer à des mouvements sociaux. Le titre de cette rencontre, c'était « Qui va parler pour nous ?» D'abord nous-mêmes. Et donc, ils peuvent parler. Et il n'y a pas que voter pour parler. On peut aussi parler dans l'espace public, etc. Donc moi, je ne désespère pas de ces jeunesses. Puis il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Hein. Il y a des jeunes qui font des études, d'autres qui n'en font pas, des décrocheurs, etc. Et toutes ces jeunesses-là, je n'en désespère pas parce que je pense que d'autres façons de participer à la vie politique sont là en train de se développer en gestation et qu'en plus, on observe au seuil d'une élection qui est capitale compte tenu de ce que sont nos institutions, une volonté de participer pour la première fois, Lou le dit, parce qu'ils savent que quand même ce rendez-vous-là, il est important. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais celui-là, ils se disent, bon, c'est tous les 5 ans, il ne faut pas rater ce rendez-vous. Marin Fouquet, justement, vous revendiquez une abstention militante. Vous dites, j'ai pas voté au second tour de la dernière présidentielle, et cette année, je m'interroge. Comment vous nous diriez, quel est votre sentiment vis-à-vis de cette des politiques aujourd'hui? Étant auteur, écrivain, je peux juste parler de moi. Et je représente personne, mais c'est vrai que j'ai un parcours qui ressemble à la fois à celui de Lou et celui de Tao, où au tout début, j'étais très militant. J'avais eu comme mémoire des générations d'avant le CPE, où ça avait fonctionné, quelque chose s'était passé. Ensuite, moi, je me suis militantisé au moment de la loi Fillon. Ensuite, il y a eu la réforme des retraites et j'étais vraiment à fond. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me détache de tout ça. Pourquoi ? Parce que systématiquement, on nous demande de voter pour légitimiser quelque chose qui va à peu près, à quelques détails près, avoir le même genre de programme. Quand on voit là, on n'est même pas encore dans la présidentielle, on voit des mots qui ne devraient même pas avoir droit de citer dans un débat républicain, des termes et des projets racistes, xénophobes, sexistes. Quand on voit que la personne qu'on devait élire au deuxième tour de dernière présidentielle derrière a mis en ministre de l'Intérieur, quelqu'un qui est accusé de viol, quand on voit toutes ces choses-là, en fait, ce manque d'exemplarité, cette violence qui est renvoyée, clairement, oui, moi je m'étais dit, en fait, avant le deuxième tour, je m'étais dit, je ne voterai pas. J'avais voté Hollande, j'avais vu ce qui s'était passé, je ne voterai pas pour ce type qui propose encore quelque chose d'encore plus hardcore que Hollande. Et autour de moi, ça grinçait beaucoup des dents et ça a été dur de tenir, même moi-même, en me disant qui est-ce que je vais laisser passer. Et je m'étais promis que je ne voterais pas au prochain tour. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, il y a une abstention qui est politique, une abstention militante. Plein de gens qui en fait, on est une génération très politisée. Il suffit de voir. Vous avez 30 ans. Comment ? Vous avez 30 ans. J'ai 30 ans. Et il y a beaucoup de personnes qui... alors ça ferait rire peut-être des anciens militants et, qui passaient par le biais de la rue. Aujourd'hui, c'est beaucoup sur des organisations sur Internet, sur des mouvements qui se font sur Internet. Mais il suffit de voir à quel point c'est organisé,
les luttes pour les droits LGBT, les luttes contre les violences sexistes et sexuelles, les luttes antiracistes, les luttes décoloniales. Ça, c'est de l'engagement. Et quand on voit que beaucoup de ces personnes-là ne votent pas, ça pose une vraie question sur la représentativité, en fait, sur qu'est-ce qui fait que ces personnes qui ont à cœur de tels combats ne vont pas voter aux élections présidentielles. Manon, mais là, vous vouliez dire quelque chose par rapport à donc, la masse de jeunes que vous rencontrez sur le terrain. C'est vrai que là, on a 2 exemples, a priori, de jeunes qui vont aller voter à la présidentielle, mais globalement, qu'est-ce qui ressort de vos échanges? En fait, ce qui m'a étonnée, donc j'ai 29 ans, donc on est à peu près de la même génération, ce qui m'a étonnée, c'est que... On va donner notre âge, nous l'abstention, en fait, n'est pas nécessairement synonyme de dépolitisation. Moi, sur le terrain, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui pensent peut-être s'abstenir ou ne savent pas pour qui est-ce qu'ils allaient voter, ou alors défendent plutôt un vote blanc. Et pourtant, j'ai vu des jeunes qui sont en fait hyper engagés, hyper conscients, beaucoup plus que ma génération. À moi, quand j'avais 18 ans, honnêtement, je ressentais pas sur moi tout ce poids et toute cette responsabilité. Et là, on sent que voilà, ils se disent, c'est à nous en fait de changer les règles du jeu. Et comme tu le disais tout à l'heure, ça peut prendre diverses formes. Il y a des jeunes qui s'engagent dans des partis politiques traditionnels justement pour changer les règles du jeu de l'intérieur. J'ai interviewé la semaine dernière un jeune qui est au bureau national des jeunes républicains et qui me disait, mais aux républicains aussi, on fait de la vieille politique et moi, si j'ai décidé de m'engager, c'est pour changer tout ça. Il y a aussi des préoccupations comme l'environnement, je pense que c'est plus du tout, voilà, c'est évident, qui dépassent en fait les clivages politiques. Un jeune de droite qui m'a dit « moi je suis écolo et de droite », un jeune pas du tout politisé qui m'a dit « je suis écolo », un jeune de gauche, même un jeune de droite qui m'a dit, je lui ai dit « si jamais il y a la droite et les Verts qui se qualifient au second tour, tu fais quoi ?» Il ne m'a pas dit qu'il allait voter à droite alors qu'il est chez les Républicains. En tout cas, moi, ce que j'observe, c'est quand même de manière générale une espèce de remise en question du vote lui-même, c'est-à-dire une certaine lassitude aussi à aller voter juste parce que c'est important d'aller voter et juste parce que c'est un devoir. Le vote barrage, les jeunes en ont marre. Donc voilà. Donc du coup, il y en a beaucoup qui me demandent justement une reconnaissance du vote blanc. Alors on va y venir effectivement. Un mot peut-être pour conclure ce constat, Dominique Méda, en tout cas provisoirement. On voit effectivement que les jeunes sont davantage aujourd'hui attirés par des formes directes de participation à la vie démocratique. D'ailleurs, les jeunes, mais aussi peut-être d'ailleurs plus largement les citoyens. Non mais c'est ça. En fait, les jeunes, c'est un petit peu comme sur la question du travail. Hein. Moi, j'ai fait pas mal d'enquêtes sur le travail et on dit toujours les jeunes ne travaillent plus, ils n'aiment plus le travail. En fait, quand on regarde bien, ils plébiscitent le travail encore plus que les autres tranches d'âge. Et là, je pense que les jeunes expriment aussi de façon plus intense quelque chose qui est partagé par l'ensemble de la société, c'est-à-dire une sorte de lassitude de la démocratie représentative telle qu'elle est exercée aujourd'hui et le désir d'autres formes de participation. Ce qui me frappe dans les reportages, c'est cette impression qu'on est vraiment dans des mondes différents, dans des mondes complètement étanches. Hein. Quand la jeune femme qui dit Hidalgo, j'ai jamais entendu, c'est extraordinaire parce que nous qui lisons les journaux tous les jours, on entend presque parler que de... Elle habite à Toulouse. Que de ça. Donc le fait qu'on ne partage plus du tout les mêmes expériences, ça c'est quelque chose d'un peu, enfin de sidérant dans votre reportage. Et alors le problème, hein, moi je suis d'accord avec tout ce que vous dites, que les jeunes sont engagés, enfin, une partie des jeunes sont engagés, ils sont politisés autrement. Le problème c'est que ça n'aboutit pas dans les urnes et dans la réalité. C'est-à-dire il y a un bouillonnement dans la société qui n'aboutit à rien. Et c'est pour ça, si je peux en dire un mot, hein, moi je suis une des premières marraines donc soutien de la primaire populaire qui a été créée par des jeunes, hein, des jeunes qui venaient des rencontres des justices et qui justement souhaitaient que des questions fondamentales comme celle de la justice, du partage, de la redistribution des richesses, de la société écologique soient mises au cœur des campagnes et qui ont créé un mouvement, d'abord 2022 ou jamais, puis la primaire populaire, en imaginant un système qui permet
permettrait à tous les citoyens de voter et de voter au jugement majoritaire, ce qui est très particulier, hein, ce qui permet d'éviter un certain nombre d'inconvénients des votes traditionnels. C'est-à-dire qu'on classe les candidats à rejeter à excellent, c'est ça en gros ? Exactement, c'est-à-dire on dit quelque chose sur chaque candidat. J'aime un peu, j'aime pas du tout. Et donc ça permet de choisir un candidat qui a été qualifié par tout le monde et non pas qui a été par exemple brutalement rejeté pour des raisons stratégiques, quoi, en quelque sorte. Et ce que je trouve intéressant dans ce mouvement, et qui me semble absolument nécessaire en ce moment, hein, puisqu'en ce moment on voit qu'il y a une fragmentation de la gauche et des écologistes très très dommageable, puisqu'il risque d'y avoir personne au deuxième tour. Donc l'idée, c'est qu'en effet, tout ce bouillonnement intellectuel et citoyen qui porte notamment la volonté d'une république démocratique, écologique et sociale, eh bien que ça parvienne à avoir un débouché, je dirais. Ce qui n'est pas évident, puisqu'aujourd'hui, les candidats que vous avez mis en exergue et pour lesquels on peut voter n'ont pas vraiment saisi la main tendue. Alors, ils n'ont pas. Je dirais. Alors, je dirais qu'ils n'ont pas saisi la main tendue. En même temps, on voit bien qu'il me semble qu'ils sont conscients que ça ne pourra pas aller jusqu'au bout comme ça. Même si chacun dit « j'irai jusqu'au bout », s'ils sont chacun autour de 6-7%, c'est évidemment une sorte déjà de constat d'échec, hein, et qui devrait les pousser à accepter précisément. Alors nous, ce qu'on propose, c'est ça que je trouve intéressant, hein, c'est l'idée qu'il y ait un débat, donc que chacun puisse, sur le fondement d'un socle commun, hein, c'est-à-dire il y a déjà une discussion et il y a un socle commun qui a été accepté par 13 partis et qui a été fait à partir des propositions des mouvements sociaux. Donc ça, je trouve ça absolument passionnant. Et donc sur la base de ce socle commun, qu'il y ait un débat, le débat pour la primaire des écologistes, je trouve, a été très intéressant, hein. Il a mis dans le débat public des choses dont on n'en avait jamais parlé, comme la décroissance, par exemple. Je ne dis pas que c'est bien, mais voilà, on parle de sujets nouveaux. Et donc, ça permettrait de capter un peu l'attention du public pendant 4 ou 5, peut-être, débats sur les sujets fondamentaux qui sont portés. Alors, je me tourne là vers Thierry Pech, puisque, comme je le disais, vous avez co-présidé le comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, une autre forme aussi d'association des citoyens à la vie démocratique. Fort de cette expérience, vous vous dites, là, il y a quelque chose à creuser pour la suite ? Oui, alors je pense, comme beaucoup ici probablement, que la démocratie représentative, le système électoral représentatif est fatigué. Néanmoins, je pense qu'on ne sait pas s'en passer quand on regarde de près. Donc il faut le compléter, il faut le ranimer, l'enrichir, l'augmenter. Donc je suis favorable à toutes ces expérimentations. J'ai eu la chance d'en piloter une avec Laurence Toubiana, qui a fait un peu parler d'elle, mais il y en a beaucoup dont on ne parle pas, qui sont en train de se dérouler et qui sont tout aussi intéressantes. Donc je pense que ces expériences sont de nature à rappeler que la démocratie ne se résume pas au geste électoral. La démocratie, c'est l'art de se gouverner collectivement par la discussion, la délibération. Ce n'est pas seulement de l'expression, c'est des gens qui discutent ensemble pour chercher un chemin commun, pour chercher un compromis, un consensus, un accord entre eux. Et donc ces méthodes délibératives, comme celle de la Convention citoyenne pour le climat, sont à mon sens appelées à prospérer, pas n'importe comment. Il faut tirer les enseignements de ce qui a été fait, bien fait, mal fait. Tous les modèles ont des limites. J'ai fait un livre récemment là-dessus pour en faire une critique bienveillante, puisque j'avais vu les choses de l'intérieur. Donc je pense que ça, c'est important. Mais ça ne dispense pas d'améliorer la démocratie représentative qui, elle-même, n'est pas au bout de son chemin. Je plaide pour ma part, par exemple, pour des élections législatives proportionnelles, de façon à ce que le vote utile, qui est si douloureux lors des présidentielles, parce que des gens au deuxième tour disent « bon, je l'aime pas beaucoup, mais je vais voter pour lui parce que j'aime encore moins l'autre », de façon à ce qu'au moins aux législatives, ils puissent voter ce qu'ils aiment dès le premier tour et que ça soit pris en compte. Donc je pense que, et d'ailleurs, la plupart de nos voisins européens, depuis que le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne, tous nos voisins européens pratiquent l'élection législative au scrutin proportionnel, parfois avec une prime majoritaire, mais on est les derniers à faire ça. Or, je pense qu'une chambre qui serait beaucoup plus fidèle à la diversité des sensibilités, des opinions de la société française, donnerait d'abord à l'électeur le sentiment que son vote compte, tous les votes comptent, et ensuite pousserait les parlementaires à chercher des coalitions, à parlementer entre eux, à discuter. Un parlement, c'est un lieu où l'on parlemente. Malheureusement, dans nos parlements, on ne parlemente plus. Et donc, à la Convention citoyenne pour le climat, Dominique s'en souvient puisqu'elle y a passé quelques heures à cette époque. Voilà, elle était observatrice. On parlementait, on délibérait. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre « Parlement des citoyens », parce que
finalement une de ces fonctions parlementaires que le Parlement n'exerce plus vraiment, sinon dans les commissions, mais très rarement en séance plénière. Philippe Rio, un commentaire, une réaction peut-être à ce que vient d'énoncer Thierry Pech, la proportionnelle, vous êtes pour ? Il y a d'abord de l'espoir dans notre démocratie, même si un système est à bout de souffle, celui de la démocratie représentative. Deux choses sur la rue aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, c'est la rue 2.0. Donc c'est une réalité qui s'est imposée à nous. De la même manière, il y a chez les jeunes une génération Adama Traoré, il y a une génération MeToo, il y a une génération climat. Moi, j'ai participé à des manifestations climat, une présence de la jeunesse extrêmement incroyable. Donc le pire, ça serait le statu quo, en fait. Et donc, moi, je ne suis pas un spécialiste de droit constitutionnel, je suis d'abord un praticien, voire un urgentiste de la République, puisque je suis sur un territoire où l'urgence sociale est extrêmement présente. Donc, les débats sur la proportionnelle, oui. Les débats, y compris un peu en aparté tout à l'heure, on parlait du vote blanc ou du vote nul. En tout cas, il faut qu'on change. Et fondamentalement, ça s'appelle changer notre mode de république, c'est-à-dire passer à une 6e république où les partis politiques donnent de la vision. C'est aussi dans le mode de la crise de la représentation politique. Les partis politiques n'engagent plus à une vision commune. Et donc, on doit se réinventer collectivement. Et puis, de la manière démocratique, c'est effectivement créer les outils. Encore une fois, il faudra un grand débat et un consensus national pour que, quid de la proportionnelle, mais on ne peut plus rester dans un statu quo. Le risque, c'est véritablement qu'on ne se parle plus, tout simplement, et qu'on s'invective, et que ça soit le buzz qui soit la règle du jeu démocratique français. Et on commence à y voir des dérives extrêmement inquiétantes, alors qu'il y a des Français qui ont envie de parler, de discuter, de se confronter, y compris d'être dans des accords, mais de manière respectueuse, pour faire République. Et c'est ça l'enjeu qui doit, à mon avis, jaillir de cette séquence électorale présidentielle législative. Le vote blanc, Marin Fouquet, vous me disiez, quand on préparait l'émission, cette table ronde, ça pourrait me séduire. Ah oui, clairement. En fait, naïvement, j'arrive même pas à comprendre pourquoi est-ce que ça n'est pas encore comptabilisé et pourquoi est-ce que ça n'a pas d'impact. Je sais pas, moi, si mon métier c'était homme politique, j'aurais pas envie de, en quelque sorte, gagner la coupe en sachant que que je ne représente rien ni personne. Or, c'est ce qui se passe en fait depuis plusieurs élections. Ces gens-là ne représentent personne. Et ils représentent vraiment de moins en moins de gens. Et on est vraiment sur un truc où la démocratie, je sais pas, j'ai pas fait de cours et de formation par rapport à ça, mais de ce que j'en ai compris, la démocratie, c'est quand même quelqu'un, un individu, avec un parti derrière, qui représente une majorité de personnes. Or là, ce n'est plus le cas. Et pourquoi vous ne votez pas blanc alors? Parce qu'ils sont comptabilisés ces votes depuis 2014, ils sont à part. On sait le nombre de votes blancs distinguo et ils sont distincts des votes nuls. Alors déjà en ce qui me concerne, je ne sais pas encore si je vais craquer avant ces élections pour aller voter au final avec cette peur citoyenne qu'on nous instaure au fur et à mesure et avec l'épouvantail qu'on nous dresse en face, il est possible que je craque. Mais à côté de ça, si je ne vais pas voter blanc, c'est parce que oui, c'est comptabilisé, aucun impact. Ce qu'il faudrait, c'est par exemple, s'il y a une majorité de vote blanc, qu'on rebatte les cartes. Par exemple, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais que des élections doivent être réorganisées et à ce moment-là, que les différents partis doivent mettre de nouvelles têtes, de nouveaux points sur leur programme qui prennent en compte réellement les choses. Et ça, pour moi, ce serait réellement une démocratie. Ou même lorsque on nous met en face un espèce de buffet avec plein de choses sur la table, et on trouve tout dégueulasse, et ben qu'on ait le droit de renvoyer le buffet et qu'ils nous refont le buffet, quoi. Ça me paraît sensé comme idée. Oui, c'est dur pour les politiques. Mais Thierry Pech, le vote blanc, est-ce que c'est dans la palette de solutions quelque chose qui vous Je suis pas d'accord avec séduit? mon voisin. J'ai plusieurs réserves sur le vote blanc. D'abord, le comptabiliser, très bien, je suis d'accord. Et donc chacun doit pouvoir constater quelle a été sa part dans l'ensemble des suffrages exprimés. Pas de problème. Ce qu'on en fait ensuite, c'est-à-dire est-ce que, par exemple, 30% de vote blanc, 40, 50% pourraient annuler une élection? 1, 2. Micro. Peut-être. Marin, vous pouvez peut-être passer. Je ne sais pas si.
Oui, ça va. Alors, je disais, si une certaine proportion de vote blanc conduit à refaire l'élection, là, on peut arriver à une situation de blocage. Hein. Mais surtout, c'était la discussion qu'on avait un petit peu tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire voter blanc? Il peut très bien y avoir un vote blanc qui correspond à ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, je rejette le buffet, hein, je veux autre chose, je veux une autre offre, ça ne me va pas. Mais il peut aussi y avoir un vote blanc d'hésitation, il peut y avoir plein de raisons de voter blanc en réalité. Et par ailleurs, je pense qu'il ne faut pas pousser trop loin le buffet, ça ne me convient pas. Parce que, je vais vous dire très sincèrement, moi, il n'y a jamais rien qui me convient parfaitement sur le buffet. Et je pense qu'il y a des millions de Français qui pourraient dire la même chose que moi. Néanmoins, il y a des choses dont je suis plus ou moins proche ou plus ou moins loin. Si je me sens très très loin, alors peut-être j'ai envie de repousser le buffet. Mais il y a un moment donné, on fait des compromis aussi avec ses propres préférences. Et la démocratie, ça consiste aussi à dessiner une offre commune. Et dans le commun, on n'est jamais complètement satisfait. Donc moi, j'ai peur qu'un vote blanc qui aurait ce pouvoir devienne une espèce de mantra sur lequel se jettent toutes les insatisfactions. Et moi, j'en ai des insatisfactions, je vais voter. Je ne sais pas encore d'ailleurs vraiment pour qui, mais je sais que je vais voter, et je sais que je vais voter pour le moindre éloignement. Et je sais que je ferai ce compromis avec moi-même. Et si aucun d'entre nous ne fait ce compromis avec soi-même, ben le vote blanc aura 85% des voix. Dominique Méda, sur le vote blanc. Oui, ça serait quand même très fort. Donc une des idées qui est dans les réflexions, hein, c'est que si le vote blanc obtient 50%, alors on refait tout. On refait l'élection. Et donc je suppose, ou alors ça ne sert à rien, qu'on change l'offre finalement. Donc ça, je trouve que ça serait quand même très fort. Ou 50% d'abstention aussi, ça pourrait être... Oui, mais là, c'est quand même un acte. Contrairement à ce que dit Thierry Pech, moi je trouve que quand même voter blanc, c'est se déplacer pour vraiment dire quelque chose. Et je ne suis pas sûre que les gens hésitent. Moi, il me semble quand même que le vote blanc, c'est dire je ne me reconnais dans aucune des possibilités qui m'est offerte. Quoi. Ce que je trouve quand même intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à ça et il y a un grand nombre de propositions qui sont faites. Hein. Je pense à toutes les propositions que depuis plus de 10 ans, quelqu'un comme Dominique Rousseau, le constitutionnaliste, fait sur la manière de développer en effet des conventions citoyennes. D'autres parlent de revenus d'initiatives citoyennes. Enfin, on a vraiment beaucoup de choses. Et je repense à un sujet qui m'avait quelque chose d'un peu triste. Hein. Il y a eu un référendum d'initiative partagée qui a tenté d'exister sur l'hôpital public. On sait bien qu'aujourd'hui, l'hôpital public va très mal, que c'est vraiment c'est un sujet qui préoccupe énormément les gens. Or, ce sujet n'est pas dans le débat public, il n'a pas la place qu'il mérite. Et on peut craindre que pendant la campagne présidentielle, il n'ait en aucune manière la place qu'il mérite. On aurait une manière, en effet, de tirer la sonnette d'alarme et d'obliger les gens qui se présentent dans la campagne présidentielle à prendre en charge ces sujets. Et ça me semblerait très, très, très important. Donc, je pense qu'il faut aller puiser maintenant dans toutes ces propositions qui existent pour préparer quelque chose et satisfaire toutes ces attentes qui aujourd'hui restent complètement insatisfaites. Philippe Rio, sur le vote blanc, finalement, là, ce qui vient d'être dit, ça témoigne quand même, là encore, on revient à ce qu'on disait au début, d'un climat de défiance qui est extrêmement fort. Ce climat de défiance est une réalité, mais peut-être deux mises en garde. Il y a deux dangers qui nous guettent. Celui de campagne électorale qui viennent des espaces de divertissement, parce que ça nuit à l'image, mais au sens même de la politique, parce que c'est quand même des choses sérieuses. Quand on parle de l'hôpital, c'est sérieux. On ne rigole pas de cela. Donc il y a des sujets qui sont profonds. La question de la transition écologique, c'est quoi la feuille de route, localement, nationalement, que l'on va prendre? Deuxième élément, attention à ne pas réduire la démocratie à une question d'offre et de demande. Voilà. C'est pas uniquement mercantile, les choses. Et donc c'est là où les politiques, je suis invité en tant que ça, ont une responsabilité. Quelle puissance évocatrice on propose pour la société de demain? Ou comment on fait que les promesses qui sont faites, les engagements de campagne, moi j'utilise plus jamais le mot de promesse, il est mort. C'est un mot qui est mort. C'est comme développement durable, c'est comme résilience maintenant, c'est comme bienveillance. Il est mort parce qu'il a été trahi. On peut ne pas réussir, on peut avoir des obstacles sur son chemin lorsqu'on est responsable politique et ne pas y arriver. On l'a dit, il y a eu la crise financière pour l'un, il y a eu la crise Covid pour l'autre, il y a eu les gilets jaunes pour l'un. Donc il y a des faits qui arrivent comme ça. Alors on sait parfois d'où ils viennent, mais et donc
cette puissance évocatrice, je pense que cette promesse républicaine dont on nous parle beaucoup, et moi je suis extrêmement attaché à cela, c'est plus une promesse républicaine, il faut trouver autre chose. Je sais pas si je parle de New Deal républicain par exemple. Est-ce que nous sommes, nous Français, capables de rebâtir ce que nous avons pu rebâtir ces 50 dernières années, parce que les crises sont multiples, profondes, et on a un pays qui est fracturé socialement et territorialement. Et donc je crois que c'est les enjeux de demain, et la question de la démocratie, effectivement, il faut faire des tests, peut-être se planter, parce qu'on a aussi le droit à l'erreur, mais il faut passer à une autre étape, parce que sinon, ça va être extrêmement difficile. Alors, plus de promesses, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est quand même, ça reste encore l'alpha et l'oméga d'une campagne présidentielle, par exemple. Alors, plus de promesses, mais quoi à la place? Qu'est-ce que vous dites à vos administrés? D'abord, je dis que des promesses, j'en tiens jamais, mais ils me connaissent chez moi, donc ils savent que j'en fais pas. Par contre, il y a un chemin, il y a une vision. Et la vision, elle se traduit par des moyens mis à disposition ou à aller chercher ou à obtenir pour réussir l'insertion professionnelle, la question du logement, des questions pour lesquelles les élus locaux ont parfois des outils directs, mais parfois pas. Sur l'hôpital public, sur les déserts médicaux, quel pouvoir avons-nous? À part crier, interpeller? On va se le dire entre nous, faire de la concurrence avec la ville d'à côté pour offrir les meilleurs moyens pour installer un médecin, ce qui est complètement pourri, on va se le dire. Mais on est obligé de faire ça parce que on souhaite que sa population, et puis il y a des déserts médicaux et on préférait avoir des oasis médicaux. Donc, pas de promesse, mais l'engagement profond de créer les conditions d'améliorer la vie des gens. Voilà. Moi, je ne fais pas de promesses. Je peux me tromper. Il y en a qui ne me croient pas d'ailleurs, mais qu'importe. Mais je crois qu'il y a cette notion de se donner les moyens, parce que être élu, et je terminerai par ça, être élu, d'ailleurs le mot je trouve de plus en plus pas bien, je suis élu. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui descend de quelque part. On n'a pas de baguette magique, on a juste du volontarisme et une vision. Manon Mélard, sur encore une fois, la représentation par les jeunes de la politique, est-ce que ces jeunes vous ont dit, et dans quelle proportion, finalement, si je ne me sens pas représentée, moi je vais m'engager? Mais vraiment m'engager, là on a vu qu'il y avait plusieurs formes d'engagement, mais voilà, je vais prendre un peu les commandes. Oui, alors pour le coup, je me suis rendu compte que quand je posais la question pour qui tu vas voter ou pour qui tu comptes voter, en fait, ça prenait pas tellement. Et les jeunes demandent un débat d'idées. Ils sont beaucoup à me dire, moi, j'attends qu'il y ait des programmes et mon choix va se faire en fonction de ça. Et je pense, en tout cas, ce que je constate pour l'instant, je les rencontre que depuis le mois de septembre, c'est qu'il y a aussi peut-être un manque de lisibilité dans justement les idées et les programmes. Ils ont l'impression de voir, c'est un Mehdi que j'ai rencontré la semaine dernière qui me disait, moi, quand j'allume la télé, je vois pas de la politique, je vois du cinéma, j'ai l'impression d'être dans les anges de la télé-réalité, ou je sais plus ce qu'il m'a raconté. Donc il y a un manque de lisibilité au niveau des idées. Et après, sur votre question, c'était par rapport aux formes d'engagement? Oui, est-ce qu'ils vous disent finalement, moi je vais y aller alors? Ben, demain ou voilà, dans quelques années? Il y en a, oui. Pour le coup, c'est vrai que c'est quand même difficile de parler des jeunes parce que c'est pas un bloc. Mais il y en a qui ont envie de prendre leur destin en main. Il y en a qui le font aussi par le métier qu'ils ont choisi d'exercer. J'ai rencontré un jeune agriculteur à Les-Saint-Rémy en Meurthe-et-Moselle qui a quand même une certaine conscience politique, qui a été éduqué à ça. Qui avait en gros la possibilité de faire Sciences Po. Il a choisi d'être agriculteur parce qu'il m'a dit manger c'est politique. Moi je veux faire du bio, mais je veux pas faire du bio pour les plus riches, je veux faire du bio pour tout le monde, et donc son engagement passe aussi par le métier qu'il exerce. Et puis après, il y a des jeunes qui ont d'autres préoccupations. Le pêcheur que j'ai rencontré en Bretagne, il m'a dit, moi je suis dans mes rochers, je pêche mes poissons et c'est tout, et je suis bien en fait. Donc voilà, il y a plusieurs... Il y a effectivement des jeunesses, Thierry Pech. Vous vouliez réagir peut-être à cette difficile lisibilité des programmes, peut-être des lignes de fracture aussi qui se déplacent? Ce que dit Manon à propos des jeunes, moi je le vois chez les moins jeunes. En fait, leurs parents disent la même chose. Ils disent on voudrait voir les programmes, quoi.
les Français sont, pardon, je vais le dire cruellement, ils sont beaucoup moins hystériques que ce que l'espace public laisse penser. On a construit une petite communauté de citoyens avec BVA pour traverser la campagne à Terra Nova. On les interroge tous les 15 jours. On leur demande ce qu'ils attendent du ou de la prochaine présidente de la République. Et ils disent des choses très sensées, quoi. Et ils disent, comme t'es jeune, ils disent, on voudrait voir les programmes, quoi. On veut un débat d'idées. On veut pas... bon. Et par ailleurs, je voulais réagir à ce qu'a dit Monsieur Rio tout à l'heure. Je pense qu'il y a... comment dire, on expose insuffisamment la complexité du travail politique. Et ça, vous voyez, dans la Convention citoyenne pour le climat, les participants l'ont très fortement éprouvé. Ils ont vu que c'était compliqué, quoi. Que derrière toute décision, il y a des gagnants, il y a des perdants, il y a des intérêts qui sont déçus, d'autres qui sont servis. C'est compliqué, la politique. C'est compliqué de prendre un arbitrage. Et je crois que tout le monde a le droit d'approcher cette complexité. Et pour ça, il faut être mis en situation. Et c'est pour ça qu'au niveau local, on peut le faire, parce qu'il y a moins de monde, c'est plus simple. Et puis, pour peu que, comme vous, on soit ouvert à des nouvelles façons de faire de la politique, les gens peuvent comprendre que c'est compliqué. Mais c'est très important de montrer que c'est complexe. Ce n'est pas pour autant que ce sera moins noble. Au contraire, si les politiques étaient un peu plus modestes au niveau national, ils feraient un peu plus de place à cette complexité. Et je pense que les Français leur en seraient reconnaissants. Dominique Méda. Oui, pour aller dans le même sens, je pense qu'il y a un problème avec la rhétorique politique. Quand on regarde je sais pas, les débats en ce moment, où on a l'impression en effet d'un jeu de rôle, et où les choses sont insuffisamment expliquées. Je pense à la proposition d'Éric Ciotti de supprimer toute taxe sur les successions. Si on expliquait vraiment aux gens ce que c'est, qui paye l'impôt sur les successions et de quelle manière, je pense que ce genre de proposition très démagogique passerait beaucoup moins facilement. Donc voilà, je pense que la forme des débats devrait considérablement changer, avec d'une part beaucoup moins de jeux de rôle et puis de formules à l'emporte-pièce lancées comme ça. Et puis, alors on a aujourd'hui des manières d'aller voir si les gens qui sont sur scène disent ou non la vérité. Mais voilà, je pense que ça devrait être, c'est peut-être le boulot des journalistes qui animent ces débats. C'est aussi non, mais notre tout à rôle. fait. Mais ce serait très important, voilà, de les mettre, d'expliquer et de mettre face aux vraies contradictions. Marin Fouquet, sur les programmes, est-ce que vous êtes en attente effectivement d'un peu plus de lisibilité ? Oui, bien sûr. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez. Il y a un autre mot qu'on pourrait bannir après promesse, c'est le mot d'hystérique, qui a toujours trahi en fait. Ça, c'est une première chose. Et par rapport au programme, oui, clairement, bien sûr que ça va être dans les programmes que ça va se faire, mais et pour rejoindre ce que vous étiez en train de dire, dans la manière d'aborder les choses, et lorsqu'on voit que de droite comme de gauche, en ce moment sur des prises de parole xénophobes, racistes, qui mettent une bonne partie de la population dans une case de sous-citoyens ou de non-citoyens, quand on voit ça, en fait, j'ai même pas envie de regarder ces programmes-là. Parce que ce qui est dit dans ces moments-là est essentiel. Et vous parliez du fait de compromis qu'on doit faire avec soi-même. Moi, il y a certaines choses où je ne peux pas faire de compromis. Et là-dessus, je ne peux pas faire de compromis. Et quel que soit le programme magnifique que pourrait me sortir quelqu'un qui se présenterait, qui a eu des propos comme cela, non, en fait. Non, parce qu'on sait très bien que la politique aujourd'hui ne se fait pas que sur les programmes qui sont annoncés lors des élections. Elle se fait sur les lames de fond qui animent ces candidats-là. C'est ça qu'ils vont réellement mettre en place. C'est pas les promesses. Manon Mella, peut-être pour conclure cette table ronde, avec votre regard, et ce que vous allez encore chercher là sur le terrain dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors pour le coup, je voulais juste peut-être ajouter une toute petite chose. Tout à l'heure, tu parlais de communication au niveau des programmes, etc. Pour autant, tous les jeunes que j'ai rencontrés me disent « alors nous, on veut que les programmes, les idées soient beaucoup plus accessibles. En revanche, les politiques qui font des vidéos sur TikTok ou sur YouTube, en fait, on n'est pas dupes. Et c'est pas parce qu'on est jeune qu'on doit communiquer comme ça avec nous. En fait, ils se sentent pas pris au sérieux. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez dominant, cette sensation de ne pas être pris au sérieux. Et pour le coup, ce que je dirais, parce que du coup, si c'est pour conclure, il est 54, c'est que
au début, moi, j'étais partie avec, alors c'était pas une idée arrêtée, mais je me disais, je vais rencontrer des jeunes où en fait le rapport au politique est en déclin, se détériore d'une certaine façon, et en fait, je pense qu'il se transforme beaucoup plus qu'il ne se détériore. L'idée, c'est de faire avec ça. Bien, écoutez, Philippe Rio, vous avez retenu peut-être quelque chose. Pas de vidéo sur TikTok, s'il vous plaît. Non, j'ai pas fait encore personnellement. Ça va. Merci à tous. Merci pour cette participation donc à cette table ronde sur la représentation, l'abstention, la participation justement. Donc nous étions avec Dominique Méda, Philippe Rio, Marin Fouquet, Thierry Pêche et Manon Mella. Merci à tous. Merci de l'avoir suivi.